Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à tous. Le 8 mars, date retenue pour s'arrêter sur les acquis et surtout sur les défis de la condition féminine approche. À l'occasion de ce rendez-vous annuel, je ne vous parlerai pas de développement féminin d'un point de vue institutionnel, non que ce ne soit pas important, tout au contraire. Mais j'ai souhaité vous faire voyager, vous faire traverser des mers et escalader des sommets, vous faire rencontrer des femmes qui ont connu, expérimenté, vécu le dépassement de soi, tant physique que mental. Allez, on y va tout de suite à la rencontre de ces belles dames, des femmes d'exception, des femmes qui se sont dépassées à travers le sport et à travers justement le développement personnel. Avec nous en plateau, Madame Amal Hihi. Bonjour Amal, merci beaucoup d'être à nouveau avec nous. Bonjour, c'est toujours un plaisir. Merci beaucoup. Plaisir partagé. Vous êtes coach international, conférencière et spécialiste de la méthode solaire. Et à vos côtés, eh bien, une belle nageuse, c'est Madame Nadia Benbahtan. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement ici dans nos studios. Vous êtes devenue le 28 avril 2015 la première Marocaine à traverser à la nage le détroit de Gibraltar. Merci pour votre accueil. Merci beaucoup. On ira à Dakar au Sénégal à la rencontre de Morika Fall qui est la seule femme entraîneur et coach de basketball. Et puis on retrouvera tout à l'heure également Bouchra Baïbanou. Elle est alpiniste, elle est devenue la première Marocaine et nord-africaine à arriver au sommet du mont Everest en 2017. Mesdames, merci beaucoup d'être là. Alors, on va parler de ce dépassement de soi au féminin, la particularité des femmes. Est-ce qu'on peut parler d'abord de particularité féminine, Amal Hihi? Donc, au fait, le dépassement de soi, je ne pense pas que ce soit une particularité, une différence entre les hommes et les femmes. Je pense que le dépassement de soi est d'abord une compétition avec soi-même. On n'est pas en compétition avec une autre personne, c'est vraiment aller se dépasser, dépasser ses propres limites et dépasser ses propres croyances. Donc, dans cette compétition, il n'y a pas de vainqueur, de vainqueur. Bien au contraire, c'est vraiment une compétition qu'on va mener pour aller au-delà de ce qu'on aurait pu penser être capable de faire. Et on peut éventuellement avoir des tierces personnes autour de nous qui vont nous encourager à y aller. Maintenant, peut-être qu'il y aura un petit plus par rapport aux femmes. Je dirais, d'abord, je pense qu'on peut le relier aussi à l'environnement socio-culturel. C'est pas toujours évident pour une femme dans des contextes sociaux justement de pouvoir se dépasser et aller faire des choses qui ne sont pas forcément encouragées par la société. Parfois même, on trouve que c'est aberrant qu'une femme puisse aller chercher d'autres challenges différents de ce qu'elle fait déjà, parce qu'elle a déjà pas mal de challenges à relever, aussi bien sur le plan personnel que sur le plan professionnel. Et aller chercher encore de nouveaux challenges, ça peut étonner plus d'un. Donc c'est un challenge supplémentaire parce que la femme va pouvoir prouver qu'elle est capable aussi de gérer tout ça, tout son entourage et tous ses domaines de vie d'une main de maître, je dirais de maîtresse, oui. Et puis aussi d'être capable de mener à bien ses projets et d'avoir aussi, elle a le droit aussi de rêver, elle a le droit aussi d'aller projeter des choses qui peut-être avant étaient réservées uniquement justement aux hommes. Exactement. Et aujourd'hui, elle prouve par sa capacité de se dépasser, par sa capacité de concrétiser ses projets, qu'elle est tout à fait capable de faire, pas autant que les hommes, peut-être parfois même mieux que les hommes. C'est ça, mais d'autant plus que ces différentes femmes qui sont avec nous aujourd'hui, ces différents profils, sont allées chercher des challenges masculins. Parce que quand on parle de sport, de traverser du détroit, d'arriver à des sommets du plus haut sommet du monde, on va dire c'est plutôt masculin comme challenge. Mais par exemple, vous, Nadia Benbahtan, vous êtes, on va dire, une femme de challenge constant, parce que quand on se documente sur vous, on se rend compte que vous n'avez jamais été tranquille. Oui, alors je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais disons que c'est vrai que c'est quelque part, quand on dit on a envie de se sentir vivre, c'est quand on fait plein de choses, quand on fait des choses qui vous drive. Après, il y en a qui sont, on va dire, qui ont besoin de plus de challenge que d'autres. Alors moi, j'aimerais rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, sur est-ce qu'il y a des choses qui sont particulièrement féminines ou des choses qui sont particulièrement masculines. Je pense que clairement, on est différents, c'est pour ça qu'il y a des femmes et des hommes.
Et je pense qu'on a des attributs féminins sur lesquels il faut qu'on puisse capitaliser. Et on a une sensibilité qui est différente, on a de l'endurance qui est, je pense, différente par rapport aux hommes parce que justement, on a déjà dans notre vie, en tant que femme, des challenges, les challenges d'être maman, des challenges et être maman, c'est déjà la grossesse, élever un enfant, c'est beaucoup de choses. Et puis c'est vrai que dans notre société, on a tendance à dire que ce type de challenge sportif ou aller chercher ce plus-là, c'est purement masculin. Et c'est vrai qu'on cherche souvent à nous mettre dans cette case-là. Et ce que je m'amuse souvent à dire, c'est que au Maroc, en tout cas jusqu'à maintenant, je pense encore, quand on a un job, on vous dit maintenant tu as ce job, donc on t'identifie par rapport à ce job-là. Exact. Quand tu te maries, on t'identifie par rapport à ton mari. Quand Exact. tu as des enfants, tu deviens une maman. Et donc, forcément, on nous met dans des cases, alors que comme un homme, on peut être tout cela, plus d'autres choses, plus avoir une passion, avoir un challenge, avoir quelque chose d'autre à côté qui fait que vous êtes un peu plus complète. Exact. Mais par exemple, pour revenir à ce que vous avez réalisé en 2015, la traversée du détroit de Gibraltar, en fait, vous n'y êtes pas allé du jour au lendemain. Hein. Les challenges, ça se construit petit à petit. Bien avant la nage, c'était autre chose, c'était le marathon aussi. Oui. Alors, je ne suis pas réveillée un jour en me disant oui, alors moi je suis une femme de Comment challenge. Comment ça se passe, justement en fait, c'est venu de manière très naturelle, c'est une passion avant tout et des valeurs et des valeurs à côté. Et voilà, depuis toute petite, j'ai toujours, avec mon père, mon principal loisir était le sport et la natation, j'avais un penchant particulier pour la natation. Et puis, chemin faisant, j'ai un peu perdu, en tout cas, la pratique du sport de manière intensive. Et un jour, je me suis dit, j'ai entendu parler de marathon, de course à pied. Je me suis dit, je vais faire ça. Je l'ai fait et j'ai aimé, en tout cas, cette sensation d'endurance au premier marathon. Et je me suis dit, c'est quand même un peu dommage. Toi, tu aimes à la base nager et tu te retrouves à faire des choses à courir. J'aime courir aussi. Oui. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas aller chercher quelque chose d'équivalent où même si on est amateur, on peut se réaliser pleinement dans un challenge. À ce moment-là, vous étiez déjà maman. Oui. Alors, oui. J'ai beaucoup, mesdames, je vous fais la confidence, j'ai beaucoup hésité à évoquer le volet de la maternité dans cette émission. En tant que femme et en tant que mère, je sais que c'est extrêmement important lorsqu'on doit mener un projet parce qu'on est avant tout mère. Mais il y a aussi en fait, on va dire, ce discours environnant qui veut sortir les réalisations de la femme de son aspect aussi social. C'est-à-dire, on va prendre la femme égale de l'homme. Mais la femme n'est pas égale de l'homme. Ça ne veut pas dire qu'elle est moins que lui ou plus que lui, mais n'est pas l'égale de l'homme parce qu'elle n'est pas comme l'homme, parce qu'elle a autre chose. Et qu'on le veuille ou non, une femme s'occupe beaucoup plus de ses enfants qu'un homme. Oui. Donc, je me disais, est-ce qu'on va aborder ce volet de la maternité ? Je pense que c'est nécessaire. Oui. Il faut. On peut pas se dire, on peut pas dissocier la femme que vous êtes de la mère que vous êtes. Ah, mais complètement. Et je suis ravie que vous évoquiez ce point parce que souvent, on se dit... en fait, on va essayer de vous mettre dans une situation où vous êtes un peu vous luttez contre une image où vous avez envie d'être l'égal de l'homme et ça veut dire je vais être comme un homme. Moi, je pense fondamentalement que non, on n'est pas égaux parce qu'on est tout simplement différents. Maintenant, on peut être complémentaires. Il faut qu'on ait les mêmes chances. Ça, c'est important. L'égalité des chances est importante. Mais en revanche, on est différents et donc on n'est pas égaux. Et par rapport à la maternité, c'est pas parce qu'on a des challenges ou qu'on a une passion qu'on doit oublier son identité en tant que femme ou son identité en tant que mère. Moi, je le dis de manière très claire, si jamais je devais, ma passion devait prendre le dessus, je sais que je diminuerais. Okay. Maintenant, le jour où j'ai décidé de pratiquer ce sport, de réaliser certaines choses, j'ai convenu avec l'aide de mon mari, de ma famille, de mes enfants aussi, qui sont aussi partie prenante. Et on essaie de trouver un équilibre à tout moment. Ce n'est pas parce que je vais faire mon challenge que je vais oublier que je suis une maman ou que je ne vais plus m'occuper d'elle ni quoi que ce soit.
je pense que c'est important d'être conscient de ce que sont nos priorités, de ce qu'est son identité. Et à partir de là, on trouve un équilibre. Il y a des moments où on va accorder un peu plus de temps à son challenge parce que c'est nécessaire. Et auquel cas, on explique ça à ses enfants. On cherche le support, on cherche le support de son mari, de sa famille, de ses amis, de personnes en tout cas qui sont positives autour de soi. Et puis, quand le challenge passe, on va retrouver un équilibre différent. Voilà. Justement, Amel, lorsqu'on parle de dépassement de soi au féminin, c'est, on va dire, est-ce que le dépassement de soi au féminin serait encore plus correct si on disait le dépassement de soi version maman, plus que femme? Parce que c'est vraiment ça le défi. Oui, je pense que la femme, en général, elle est confrontée de toutes les façons à un dépassement de soi, que le veuille ou pas. Okay. Je pense qu'elle est limite contrainte à se dépasser. Elle ne se rend même pas compte qu'elle est en train de se dépasser. Il n'y a même pas cette prise de conscience qu'elle est en train de dépasser ses limites. Parce que clairement, elle est attendue sur tous les sujets. C'est ça. Elle est attendue sur tous les sujets et elle est attendue à ce qu'elle soit parfaite sur tous les sujets. Non seulement elle est attendue, mais elle est attendue à ce qu'elle soit parfaite. Donc elle a beaucoup de pression. Elle va avoir beaucoup de pression, surtout si elle a une ambition d'être une bonne maman, une ambition d'être carriériste ou d'être une bonne femme chef d'entreprise, et une ambition de se réaliser à travers sa passion. Donc clairement, ce sont 3 domaines où elle va devoir se dépasser. Donc je suis sûre et certaine qu'il y a énormément de femmes qui se dépassent tous les jours sans se rendre compte. Même les femmes qui ne travaillent pas. C'est-à-dire on n'est pas obligé d'avoir un boulot pour se dire je suis en train de me dépasser. S'occuper d'enfants est en soi un dépassement parce que ça se fait au détriment d'autres choses. Donc moi j'ai beaucoup de respect pour la femme et la femme encore plus dans le milieu maghrébin. Parce que je pense que c'est quelque chose qui est international, mais dans le milieu maghrébin encore plus, et africain, parce que la femme en général, elle avait une position sociétale où elle était plutôt confinée à un petit peu se sacrifier, ce mot sacrifier, pour les autres, pour sa famille, etc. Aujourd'hui, de plus en plus de femmes prouvent qu'elles peuvent mener à bien plusieurs sujets en même temps. Et moi, je reviendrai à cette question de maternité. Moi, je pense que la femme mère aussi peut faire de ça une motivation intrinsèque pour être modélisante pour ses enfants. Je pense qu'on a un message clé. Je pense que la femme et mère a vraiment un très très grand rôle à jouer dans la société. Parce que c'est elle, quelque part, qui va élever ses enfants, qui va donner des modèles à ses enfants. Donc, quand tu donnes un modèle à ton enfant qu'il te voit faire, parce que comment est-ce qu'on peut donner un modèle? Par l'action. Par l'action, par l'exemplarité. Exactement, par l'exemplarité. Donc, si l'enfant voit que tu arrives quand même, que tu lui donnes le temps, que tu communiques, que tu arrives à être ambitieuse et à te donner les moyens d'arriver à tes ambitions, et à atteindre tes objectifs, qu'il voit aussi que tu as des passions et que tu fais en sorte de les réaliser, c'est modélisant pour lui. Ça lui donne quand même une envie, lui aussi, de se dépasser et de croire aussi en son potentiel. Juste pour ne pas... je pense qu'on peut se dépasser, là on a un exemple justement de dépassement de soi dans le domaine sportif, mais aussi dans le domaine professionnel. Les femmes aujourd'hui se dépassent de plus en plus. Je parlerai très rapidement de mon exemple. Moi, j'ai repris mes études mariée avec 2 enfants. Parce que j'avais comme objectif une ambition d'évoluer en termes de carrière. Et je ne suis pas la seule. Il y a énormément de femmes qui, mariées, avec des enfants, avec beaucoup d'engagement, salariés, avec un engagement professionnel, qui se remettent à étudier pour pouvoir se réaliser, ou en tout cas, qui mettent en place un projet qui leur tient à cœur pour pouvoir se réaliser. Je dirais même encore mieux, si une femme réalise ce qui lui tient à cœur et va aller justement vivre sa passion par rapport à quel que soit le domaine, elle sera encore meilleure en tant que mère et meilleure en tant que femme. Exactement. Parce que c'est d'abord se donner à soi pour pouvoir donner aux autres. Mais c'est important aussi de pouvoir compter, et là encore, qu'on le veuille ou non peut-être, mais en tant que femme, on peut se l'avouer, c'est peut-être aussi très important de pouvoir compter sur son conjoint, sur sa moitié, au-delà des proches qui peuvent donner un coup de main, garder les enfants, etc. Mais son époux, c'est vraiment, on va dire, c'est primordial. Mais complètement. Et je pense que Bouchra aussi pourra vous en parler plus tard, mais quand on est dans l'eau, quand on escalade la montagne, c'est vrai qu'on est seul, mais il y a tous les mois avant de préparation et qui sont, je dirais, les plus critiques.
parce que ce sont les mois où on doit disparaître pendant plusieurs heures, voire plusieurs semaines pour d'autres disciplines pour s'entraîner. Et pendant ces moments-là, il faut assurer sur d'autres volets. Et là, le conjoint prend un relais, et c'est pour ça que c'est très important de ne pas être dans la confrontation avec, on va dire, l'homme, avec l'homme de manière générale, et donc avec son conjoint, et de vouloir mais plutôt de se dire, voilà, j'ai un projet, j'ai besoin de support, et donc je le partage, je l'explique, et je gagne le support de mon conjoint, parce que ça va être un facteur important et critique dans le succès de ce que je vais réaliser. Alors, ce qu'on entend régulièrement, enfin des discussions, on va dire, de salon, c'est elle a un conjoint exceptionnel. Son mari la laisse faire ce qu'elle veut. Alors, je vous dis les choses de façon vraiment crue. C'est vrai. Mais alors, est-ce que c'est le conjoint qui est exceptionnel, ou c'est la relation qui est exceptionnelle, ou c'est la femme qui est exceptionnelle parce qu'elle a réussi à faire adhérer son homme à son projet? À votre avis, mesdames? Moi, je pense toutes les deux à travers vos expériences. Je pense que c'est un peu de tout ça. Voilà. Je pense que d'abord, il y a une relation de confiance. Je pense que les bases dans un couple, c'est d'abord la communication. Ça passe par la communication d'abord, ça passe par la relation de confiance, et ça passe par un projet. Il y a un projet de vie, un projet de couple, mais dans le couple, chacun a besoin aussi d'avoir un peu son propre espace, dans le respect de l'un de l'autre, pour pouvoir avancer ensemble. Je pense que c'est très, très important. Et donc, clairement, c'est un très, très grand... On ne peut pas avancer si on est en confrontation. Ce n'est pas possible. Donc, je pense que, d'abord, c'est une rencontre entre deux belles personnes qui arrivent à comprendre la passion de l'un et de l'autre. Et surtout d'être... parce que, bon, il faut aussi donner cette liberté à l'autre d'avoir sa propre passion aussi et d'avoir ses propres moments. Donc, je pense qu'on peut s'appuyer l'un sur l'autre. Et donc, voilà, on est dans une réciprocité en termes de relations construite. Et puis, où il y a beaucoup de communication et d'adhésion. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Nadia tout à l'heure. C'est un projet de famille où on intègre aussi les enfants, parce que il ne faut pas oublier que parfois on se dit, bon, les enfants, ils ne comprennent pas grand-chose, on ne va pas leur en parler. Bien au contraire. Les enfants, au contraire, peuvent être très fiers de leurs parents, de leur maman. Oui, tout à fait. Donc, moi, je dirais que c'est un peu de tout. Bien sûr. Et je suis complètement alignée. Alors, je pense qu'il faut quand même être avec un conjoint avec qui on partage les mêmes valeurs. Et bon, de toute façon, vous me direz, c'est le b.a.-ba de la relation à deux. Mais c'est vrai qu'il faut avoir une personne en face qui soit ouverte. Mais il faut aussi être, déjà prendre conscience de ce qu'on a envie de faire. Parce que je pense que ce qui se passe souvent, malheureusement, c'est qu'on part défaitiste parce qu'on se dit, de toute façon, je suis une femme, ou parce que je suis dans une société marocaine ou maghrébine, donc je n'ai pas le droit. Alors qu'il faut aussi, à un moment ou à un autre, se dire, mais pourquoi est-ce que je n'aurais pas le droit ? Si moi, je ne me définis pas uniquement en tant que maman ou en tant que chef d'entreprise ou manager ou autre, mais c'est moi en tant que maman, manager, et avec ma passion, il faut oser en tout cas le verbaliser et le défendre. Et le défendre, encore une fois, pas dans la confrontation, mais ça passe par la communication. Ça peut être houleux par moment, mais parce que voilà. Mais l'objectif, et ça rejoint, je crois aussi le début, en tout cas, du dépassement de soi, c'est d'être déterminé. Et ça commence par là, c'est d'être déterminé déjà à démarrer son projet et ensuite à déterminé, mais pas dans la confrontation. Ça, c'est très important. Non. C'est très important pour pouvoir vivre sa passion dans la sérénité, parce que c'est aussi le but. Mais se dire, je vais traverser le détroit où je vais monter, escalader des montagnes, alors que chez moi, ça va pas bien. Est-ce que ça en vaut le coup au bout d'un moment ? D'où l'importance de la sérénité, peut-être. Oui, de toutes les façons, la vie est faite de choix. Je pense que c'est important. Moi, je rejoins, il y a un mot-clé que tu as dit, Nadia, qui sont les valeurs. Je pense que c'est très important dans un couple. Si on ne partage pas les mêmes valeurs, on va avoir du mal à avancer ensemble. Il faut qu'on parle le même langage. Je pense que quand la femme elle est inscrite dans une démarche positive, et qu'elle va de l'avant pour pouvoir, justement, ce qu'on disait tout à l'heure, être modélisante, vivre sa passion, et tout ça, elle le fait finalement. Pourquoi ? Parce que c'est important pour elle, mais c'est aussi important pour sa famille. Je reprends la femme qui va travailler, qui va justement se dépasser, même sur le plan professionnel, créer une entreprise, bref, être manager, évoluer en termes de responsabilité. Plus elle va évoluer, plus on va être aussi exigeant vis-à-vis d'elle sur le plan professionnel. Donc ça sous-entend qu'elle va
avoir aussi, faire des déplacements, se remettre à étudier. Bref, il y a un temps où on ne sera pas forcément à la maison. Tout à fait. Et quand tout le monde comprend que ce temps-là, finalement, il est investi pour le bien de tout le monde, eh ben, on arrive à faire passer les choses, même si parfois, je rejoins, c'est pas toujours aussi évident que ça, parce qu'on vit dans une société aussi où malheureusement le regard extérieur, le jugement des personnes extérieures peut influencer négativement le conjoint. Qui était partant au départ peut-être. Voilà. Mais c'est rassurant pour les gens qui nous suivent de se dire finalement elles ont vécu et elles vivent des choses normales. Elles vivent pas dans une bulle, sur une autre planète, avec on va dire une personne qui dit, un conjoint qui dit ok à tout. Mais voilà, il y a des hauts et des bas. Exact. On ne se dépasse pas facilement, on n'arrive pas forcément à son objectif en un claquement de doigts. Non, c'est beaucoup de concessions. C'est beaucoup de concessions. Je dirais que c'est beaucoup d'abnégation. Et je pense que tout le long du processus, il faut être lucide. Lucide par rapport à ce qui est important pour vous, par rapport à ce que vous disiez, qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que je perds, est-ce que je suis prête à mettre ça en danger par rapport à ça, et être en tout cas, très important par rapport à sa famille, être vraiment dans l'association, de les associer, parce que c'est le premier support que vous pouvez avoir dans ce type de choses. Et par rapport aux enfants, c'est très important d'expliquer, surtout quand on fait des choses qui ne sont pas courantes. C'est anxiogène pour les enfants. Leur dire, voilà, maman, elle va descendre dans la mer où d'habitude on prend le bateau, ou aller dans une montagne. En plus, avec les médias, on sait ce qui se passe à l'Everest, on sait qu'il y a des accidents qui peuvent être très graves. C'est très important de leur expliquer. Et voilà. Alors, ce que je vous propose, mesdames, c'est d'aller rencontrer une autre belle personne, une autre femme qui se dépasse au quotidien. Elle s'appelle Morika Fall, elle est la seule femme coach de basketball à Dakar au Sénégal. On regarde le reportage réalisé par nos équipes sur place. Les dossards viennent d'être distribués à quelques joueuses de l'équipe de Dakar Université Club. Les consignes en boîte. C'est parti pour une séance d'entraînement de 2 heures. Tout se déroule sous le regard de Morika Fall, une ancienne joueuse de l'équipe nationale de basket du Sénégal, devenue aujourd'hui la seule femme coach en national 1 féminin. Les hommes ne me font pas peur, et c'est à cause d'un homme que je suis aujourd'hui là. C'est-à-dire notre directeur technique, l'ancien entraîneur du Duc, M. Maguette Diop. Il a voulu faire la promotion des femmes. Il m'a demandé de venir, de rester avec lui, parce qu'il est toujours à mes côtés, il m'aide toujours, mais il me pousse à aller de l'avant et à montrer que les femmes peuvent être entraîneurs. On a pu jouer et gagner beaucoup de trophées en tant que joueuse, pourquoi pas être entraîneur, et depuis 3 ans je suis là. Elle est le symbole de la patience, mais également de la bravoure, des valeurs qu'elle veut transmettre à ses joueuses. Dans son coaching, pas d'état d'âme. Morika Fall va aller loin, très loin, avec ses protégés. Je trouve une maman, une grande sœur, une femme engagée, vraiment. Et vous savez, être coach, être femme et être coach, c'est pas facile. Mais elle sait jongler les deux. C'est notre maman, c'est notre grande sœur, vraiment. Et c'est une chance pour nous. Sur le terrain du Dakar Université Club, on écoute sagement les instructions du coach. Également, joueuse du Duc jusqu'en 2006, année à laquelle elle raccroche officiellement. Morika ne crie pas souvent, mais elle sait sanctionner quand on refuse de suivre ses consignes. Il faut des fois taper sur la table, parce qu'on ne m'a jamais laissé faire. Et c'est ce que j'amène avec moi là où je suis aujourd'hui. S'il suffit de chasser quelqu'un, je vais le faire. Morika Fall vise le sommet avec les joueuses de Dakar Université Club qui occupent la première place en national 1 féminin. Très engagée, elle a gagné à 3 reprises la Coupe d'Afrique des clubs, une manière de montrer que les femmes peuvent bel et bien s'imposer sur le terrain, mais aussi en coaching dans le milieu de la balle orange. Voilà, un milieu plutôt masculin, c'est le milieu du basketball au Sénégal avec Morika Fall, première femme et seule femme coach et entrepreneur, et entraîneur, et entrepreneur, pourquoi pas, on l'espère pour elle justement. Alors, on va vraiment sur la fin de cette première demi-heure. Des challenges à venir, Nadia ?
Oui, probablement. Probablement. C'est encore une fois, c'est une passion et donc forcément, j'ai pas envie forcément de m'arrêter là. Et en plus, ça me permet de voyager, de découvrir de nouveaux endroits et surtout de faire de très 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 belles rencontres extrêmement inspirantes et qui me donnent envie de continuer. Donc là, je suis en train de réfléchir pour quelque chose en juin ou en juillet prochain. Et la famille suit? Ah, toujours. Tout le monde? Toujours, c'est mes enfants, mon mari, mes parents, ma belle famille. Voilà, j'ai extrêmement... en tout cas, je suis extrêmement fière de les avoir à mes côtés et je sais que j'ai beaucoup de chance d'avoir leur soutien. Et professionnellement, vous soutient aussi? Oui. J'ai la chance d'être dans une entreprise dont le motto est la passion. Donc voilà, mes collègues, j'ai une équipe formidable qui, à chaque retour de traversée, m'attendent en tout cas avec un accueil très chaleureux et des cadeaux. D'ailleurs, je porte un de leurs cadeaux, le petit dauphin. D'accord. Voilà, et je les salue, donc voilà, donc j'ai beaucoup de chance. Voilà, et on peut justement travailler au sein d'une entreprise, dans une structure à laquelle on doit un certain rendement, une certaine présence, s'entraîner dur, être maman. C'est possible tout ça? Oui, on y arrive. C'est possible. On dort combien par nuit? On dort beaucoup. C'est vrai? On dort plus facilement parce qu'on est un peu plus fatigué. Mais bon, j'essaie de dormir mes 7-8 heures parce que c'est un besoin, alors qu'en temps normal, je n'y arrive pas. Donc, je me couche relativement tôt. Après, encore une fois, c'est une question d'équilibre. Il y a des moments où je sors très tôt pour m'entraîner et ensuite je file au bureau et ensuite, j'essaie de rentrer relativement tôt à la maison pour les devoirs. Et puis, il y a des moments où je suis en déplacement, où il n'y a pas d'entraînement, j'essaie de rattraper à d'autres moments. De toute façon, vous savez, après, vous avez un contrat vis-à-vis de votre famille, vous avez un contrat avec votre travail, avec vous-même aussi pour votre passion. Il faut essayer de les remplir au mieux. Et voilà. C'est ça le dépassement de soi au féminin, c'est le contrat avec différentes entités, n'est-ce pas, Amal? Oui, je pense qu'il faut savoir, moi je dirais aux femmes de croire en leur potentiel, de croire en leur leadership féminin, parce que je voulais rebondir par rapport à ce qu'on vient là, le reportage, le leadership féminin, sa particularité justement, c'est qu'il y a une partie d'intuition, une partie de créativité, de l'affirmation de soi, et oser prendre sa place pour pouvoir réussir et faire réussir sa famille avec soi, bien sûr, et aussi changer un peu le monde, entre guillemets, à sa façon. Oser rayonner, comme dirait Amal. Oser rayonner, exactement. Alors, on va libérer Nadia Benbahtan pour recevoir également Bouchra Beibano, qui est alpiniste et qui est devenue la première Marocaine et Nord-Africaine à arriver au sommet du mont Everest. Et c'était en 2017. Nadia Benbahtan, merci beaucoup. Merci à vous d'avoir fait le déplacement. C'était un plaisir d'échanger avec vous. On espère suivre vos prochains challenges. Justement, vous parlez d'été. On ne va pas brûler de surprise, on ne va pas aller plus loin. On va attendre de découvrir comment vous allez nous épater à nouveau. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous, on marque une courte pause et on revient pour la deuxième partie de l'émission. À tout de suite. De retour sur le plateau d'Once-Dito à quelques jours du 8 mars 2018 avec différentes femmes, des femmes qui se sont dépassées, surpassées à travers des challenges et des défis. Et là, je suis sur le plateau à nouveau avec vous, Amal Hihi. Merci d'être encore là. Et à vos côtés, Bouchra Beibano, bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être là. Merci Yasmina pour l'invitation. C'est un plaisir, Lella, de vous avoir. Vous êtes alpiniste et vous êtes devenue la première Marocaine et Nord-Africaine à arriver au sommet du mont Everest. C'était en 2017, madame. Et justement, on peut voir votre photo, justement, au moment où vous êtes arrivée au sommet du mont Everest. Alors, racontez-nous tout ça. Comment l'idée vous est venue, vous qui êtes ingénieur, fonctionnaire, mère, comment on se lance, comment vous êtes lancée dans ce défi? Alors, bien sûr, l'Everest n'était pas venu comme ça du jour au lendemain. C'est ce que j'ai commencé à faire de la randonnée depuis mon jeune âge et j'ai gravi le Toubkal, le plus haut sommet du Maroc, en 1995. Donc, après, j'ai tombé amoureuse des sommets
et des montagnes. Et c'est cette passion-là qui m'a accompagnée durant toute ma vie. Depuis que j'ai fait mes études, je me suis mariée, avoir ma fille, travailler et tout. Mais tout le temps, cette passion était avec moi. Donc, je n'ai pas laissé tomber ma passion. Donc, je fais beaucoup des sommets au Maroc. D'accord. Et c'était en 2011 que j'ai voulu gravir le plus haut sommet de l'Afrique, Kilimandjaro. Et là, je découvre ce projet-là qui s'intitule Les 7 sommets du monde. C'est gravir le plus haut sommet de chaque continent. C'est ça. Donc, j'ai commencé mon projet. J'ai osé rêver. C'était un grand projet, vraiment, qui contient aussi l'Everest. Mais à ce moment-là, je n'ai pas pensé à l'Everest. J'ai pensé à commencer mon projet, à dire jusqu'à où je peux y aller. Et donc, en faisant toujours un sommet plus difficile que l'autre, et bien sûr, en 2017, c'était le moment opportun, après avoir trouvé le sponsor, de me lancer pour le plus haut sommet du monde, l'Everest. Alors, dans le discours de Bouchra, Amel, il y a un premier point qui revient, c'est fractionner son projet, fractionner son challenge. Vous dites, j'ai osé rêver, mais vous avez rêvé par palier. Exactement. Vous n'avez pas rêvé, on va dire, vous ne vous êtes pas dit un jour, demain ou dans un mois ou dans un an, je serai au sommet de l'Everest. Mais petit à petit, on construit un challenge, on construit un rêve et on se dépasse. C'est important de fractionner. Vous, en tant que coach, justement, dans les méthodes d'accompagnement, c'est important le fractionnement comme ça, les paliers? On fait que ça, les fractionnements. De toutes les façons, je trouve que ce que raconte Bouchra, justement, c'est une vraie, très, très belle métaphore réelle pour pouvoir s'inspirer par rapport à nos vies au quotidien. On a chacun, en nous, on a des buts à atteindre. Et la difficulté par rapport à certaines personnes qui laissent tomber, c'est que entre le moment où ils pensent réaliser et ce qu'ils veulent atteindre, ils ne se laissent pas forcément le temps d'y arriver par fractionnement. Donc le plus important, c'est pour ça qu'on parle toujours du premier petit pas pour avancer vers le sommet. Hein. On va dire chacun son sommet. Et on peut calquer ça sur nos vies d'une manière tout à fait vraie et tout à fait concrète. Quel que soit le challenge. Quel que soit le challenge, même un petit objectif dans tous nos accompagnements, dès qu'on valide un objectif, à partir de là, on va le fractionner en sous-objectifs. Et on démarre toujours par l'objectif le plus facile, enfin, qui semble être le plus facile. Donc, ça rejoindrait un peu ce que disait Bouchra. Elle a commencé par le Toubkal et elle est allée de plus en plus vers des sommets un peu plus compliqués. Et bien, pareil, quand on veut aller réaliser un rêve, une passion, on démarre par tout ce qui est plus simple et on va aller chercher à chaque fois, parce que dès qu'on réussit le premier challenge qui est le plus facile, notre confiance. Tout à fait. Ça vient étayer un peu et construire notre confiance en nous-mêmes. Et on se rend compte finalement qu'on est capable de réaliser plein de choses. Et on va aller chercher un truc un peu plus important. Alors justement, Bouchra Beibeno, vous êtes... Quand je travaillais sur votre profil, vous êtes un cas d'étude par rapport aux méthodes de coaching. Je vous dis pourquoi aussi. Parce que vous avez dit, lors d'une conférence de presse après votre retour, je ne me sentais pas stressée, je n'étais pas inquiète, je me visualisais au sommet. Et en fait, là aussi, il y a un outil dans le coaching, c'est la visualisation. Ouais. Se voir arriver à l'objectif, se voir atteindre l'objectif. Alors, dites-nous comment, justement, vous arriviez à vous voir au sommet de l'Everest. Alors, moi, avant d'aller à l'Everest, je suis allée à sa rencontre en octobre 2016 pour le voir de loin. C'était plus de respect pour lui, pour aller lui demander sa permission avant d'aller au sommet. C'est un grand sommet, c'est le plus haut sommet du monde. Et là, en retournant, je n'avais même pas le sponsor, mais je me voyais déjà au sommet. Après qu'il m'a donné son accord, j'ai dit, je me vois déjà là-bas. Ça y est, tout... C'est un accord émotionnel. Un accord, voilà, c'est un accord. C'est quelque chose de peut-être spirituel aussi, parce que aussi j'avais... j'ai beaucoup de croyances en Allah, donc je dis que ne va pas me laisser tomber. Et d'ailleurs, il y avait ma mère qui priait pour moi, la famille, les amis et tout. Donc j'étais très confiante. La chose qui m'a beaucoup aidée pour atteindre le sommet, c'est que voilà, ne pas se stresser, vivre l'instant présent pleinement et fractionner le projet pas à pas, sans se stresser, sans se soucier de ce qui va arriver par la suite, parce que l'Everest, c'est
très, très haut. Donc, pour moi, il fallait que je pense que j'arrive au camp de base, m'acclimater en faisant des va-et-vient pour que mon corps se prépare, puis après, faire les petits pas, aller camp 1, camp 2, camp 3, camp 4, et là, c'est le sommet. Donc, je ne pense pas au sommet, je pense juste l'étape prochaine qui va venir. Et là où je suis, parce que 2 mois là-bas, dans des conditions extrêmes, c'est un peu dur, donc il faut qu'on soit très, très fort mentalement pour pouvoir supporter ça, supporter la difficulté, supporter le froid, l'altitude, la solitude, le dépassement de soi au quotidien. Donc, c'est beaucoup d'efforts. Et donc, c'est plus un effort physique que mental? Physique et mental, oui. Mais plus mental que physique, vous direz? Exactement, parce que la physique, c'est très important parce que c'est ta survie. Il faut que tu t'entraînes très, très fort parce que c'est pas pour réaliser un challenge, mais c'est pour survivre. Parce que sinon, tu peux pas descendre. Exactement. Donc, tu vas rester là-bas. Ouais. Mais le mental, c'est très fort parce que c'est plus pour aller dans toutes ces difficultés-là, on se dépasse au maximum. Donc, il y avait avec moi des gens qui me dépassent, qui sont très forts, physiquement et tout, et qui ont fait aussi des sommets très, très grands aussi, mais qui n'ont pas pu arriver au sommet. Donc, on était 10 dans le groupe, c'est 4 qui ont pu atteindre le sommet, 6 non. Donc, il y a une histoire de mental aussi. Oui, c'est très important. Beaucoup. Très important. On le sent hein, quand on discute avec Bouchra, on sent sa détermination, on sent... Alors, justement, Amal Hihi, avec Nadia Benbahtan, tout à l'heure, on a vraiment parlé du volet femme, épouse, mère, mais bien sûr qu'elle est probablement passée par toutes ces étapes. Avec Bouchra, là, c'est... Un autre volet qu'on est en train de développer, c'est ce mental, la préparation du mental. Est-ce que vous, en tant que coach international, en tant que conférencière, vous direz que le dépassement de soi, et le dépassement de soi au féminin en particulier, c'est avant tout mental plus que physique ? Ah oui, la preuve est là. Hein. Je pense qu'il n'y a pas photo. Le mental est très, très important. Parce qu'au fait, il y a 2 techniques. Il y a énormément de mots qui m'ont moi, beaucoup touchée dans le discours de Bouchra. D'abord, on sent quand elle parle qu'elle est passionnée, qu'elle est déterminée. C'est ça. On le perçoit tout de suite. Exact. Et donc ça, quelque part, quand tu es déterminée, tu enfonces toutes les portes. Et il y a un mot qui est venu qui est survie. Dès que tu mets une personne dans une situation de survie, limite question de vie ou de mort, ben quand on est dans une situation, on est capable de vraiment nous transcender et d'aller faire des choses qu'on pensait vraiment incapables de faire. Exactement. Donc, ce qu'elle dit est très vrai même dans l'accompagnement. C'est-à-dire que les gens qui sont un peu débutatifs, qui ont envie d'y aller mais pas trop, etc., quand tu les fais d'abord, visualiser effectivement l'atteinte de l'objectif et surtout pas que visualiser. Les faire ressentir ce qu'ils vont ressentir à ce moment-là. Une fois que tu as atteint le sommet, qu'est-ce que tu vas ressentir? Qu'est-ce qui va te rendre le plus fier? Et on va aller même chercher la motivation intrinsèque. Quelle est la première personne à laquelle tu vas penser quand tu vas atteindre le sommet? Parce que tout ce qu'on fait dans notre vie, quelque part, on le fait forcément pour une personne, pour beaucoup de personnes, pour soi-même aussi, mais on le fait aussi pour une personne particulière. Pour le regard d'une personne particulière? Pour une personne qui compte pour nous. Plus que pour soi? Pour soi. Oui. Mais aussi, moi je pense aussi, en tout cas c'est ma perception, je ne sais pas si tu peux être d'accord ou pas, en tout cas je pense qu'il y a en nous, au fin fond de nous, une motivation intrinsèque par rapport à une personne dans notre entourage qui compte énormément et pour laquelle on a envie de se transcender. Après ça peut être, ça peut être père, mère, fils, mari, j'en sais rien, grand-mère, grand-père, j'en sais rien. Mais moi en tout cas je suis assez persuadée de ça. Et puis, cette question de survie, question de mental. Donc, visualiser, ressentir ce qu'on peut avoir comme ressenti une fois qu'on est... Et puis aussi, dire quelles sont les croyances limitantes qui pourraient m'empêcher d'y aller et venir factuellement démontrer qu'il y a bien des personnes qui sont arrivées à faire ça. S'il y en a d'autres qui ont pu le faire, c'est que forcément, j'ai la capacité de le faire. Pourquoi pas moi? À condition de s'entraîner, de se donner les moyens mentaux, etc. Et ça, on le voit dans tous les sports. Hein. Dans un match de tennis, par exemple, celui qui gagne n'est pas forcément le plus fort. Celui qui gagne, c'est celui qui a le meilleur mental. Alors, Bouchra, on va clôturer l'émission avec vous. Alors, au boulot, comment ça a été pris? Je travaille au ministère, donc
C'est votre patron, en fait. Oui, c'est ça. C'est Et aussi le support de tous les collègues et tout le monde était fier qu'une personne de leur équipe de travail peut réaliser ça. Et aussi parce que je suis membre dans la Fédération Royal Ski Sport Montagne, donc il y avait aussi l'appui de la fédération pour pouvoir avoir des congés exceptionnels, pour pouvoir partir, pour hisser le drapeau marocain. Et il y avait aussi le support de la famille, aussi c'est très important, parce que comme tout à l'heure vous avez parlé du support de la famille, il faut déléguer des tâches, il faut être un modèle pour vos enfants. Et donc il y avait toute la famille qui me supportait et qui me soutient pour aller réaliser mon rêve. Donc pour moi, le soutien des personnes aussi qui m'ont suivi mon parcours dans les réseaux sociaux, j'étais très active, je partageais toujours au quotidien pour... j'avais de la chance, je me sens beaucoup de gratitude envers tout le monde, envers aussi Dieu qui m'a donné cette opportunité d'être là-bas, de vivre des choses extraordinaires que la majorité des gens n'ont pas le pouvoir de le faire, n'ont pu pas voir ces paysages magnifiques, ces grandioses, ces choses que j'ai vécues. Donc j'ai essayé de partager pour pouvoir embarquer le maximum des gens avec moi, pour les inspirer, pour les motiver aussi. Exactement. Je voudrais juste revenir sur le point que... Rapidement, en 2 secondes. Oui, ce que Amal a dit au sommet, donc je clôture par ça. Alors, ce que j'ai senti au sommet, c'était pas pour une personne particulière. Personne n'est venu à mon esprit à cet instant-là. J'étais vraiment ébahie, par la vie. Humble, par la grandeur de la nature, par la beauté de tout ce que j'ai vu, des sommets de 7000 au-dessous de moi. Peut-être le sentiment qui m'a vraiment été très fort à cet instant-là, c'était pas de crier joie, waouh et tout, mais c'était juste beaucoup de humilité et surtout de liberté que j'ai senti en atteignant le sommet. Peut-être c'était ça, beaucoup être libre face à cette grandeur. Et de liberté aussi pour dire que peut-être libérer la femme de tous les stéréotypes contre elle. Eh bien, merci beaucoup pour ce joli mot de la fin. Mesdames, je vous remercie d'avoir été avec nous à ces quelques jours du 8 mars 2018. Je remercie également Morika Fall à Dakar au Sénégal, Nadia Ben Bahtan qui était avec nous il y a quelques instants aussi, Amal Hihi, conférencière, et puis Bouchra Beibanou. Merci beaucoup. Moi, je reste avec les téléspectateurs pour un autre sujet. Allez, place tout de suite à la rosacée. C'est notre interview santé de ce matin avec le docteur Leila Ben Ahmad, médecin dermatologue à Casablanca. Bonjour docteur. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir de vous avoir. C'est vrai que le terme est très poétique, très floral, mais on va voir que derrière, on va dire ce n'est pas aussi agréable et glamour que cela. La rosacée, est-ce que c'est une forme d'acné? Parce que c'était aussi appelé l'acné rose. L'acné rosacée ou l'acné rose, ça avait commencé effectivement par cette dénomination, mais ce sont deux entités complètement différentes quand on va décrire la rosacée. Par contre, la rosacée, c'est une maladie qui avait une connotation plutôt péjorative au Moyen-Âge ou il n'y a pas très très longtemps, et même jusqu'à aujourd'hui, le fait d'avoir un visage rouge, il est souvent identifié à une personne qui consomme de l'alcool, qui consomme excessivement de l'alcool, on les traitait d'alcooliques, alors que c'est une dermatose qui n'a strictement rien à voir avec l'alcool, et donc le fait de porter cette dermatose ou d'afficher cette dermatose est quelque chose qui peut être socialement très très mal vécu. Okay. Mais c'est une maladie de la peau ou c'est une maladie des vaisseaux? Alors, c'est une maladie qui s'exprime à travers la peau, mais dont le substratum, c'est-à-dire dont le problème initial est probablement localisé au niveau des vaisseaux. C'est-à-dire que ce sont des personnes généralement de race blanche. Elle est assez rare chez les personnes de peau foncée. Les gens de peau claire, surtout en Europe du Nord, qui vont commencer à avoir des rougeurs au niveau de la peau, puis une dilatation qui va être initialement provisoire, et puis définitive de leur vaisseau. C'est ce qu'on appelle le stade de couperose. Donc ces gens-là, on a découvert qu'en fait, qu'ils avaient un problème de thermorégulation, c'est-à-dire que leur vaisseau, au niveau du visage particulièrement, ne s'adaptait pas aux changements brutaux de température. Par exemple, le passage du chaud au froid ou du froid au chaud. Et ils vont avoir d'abord des flushes, c'est-à-dire des rougeurs qui sont transitoires. Ça s'appelle des flushes.
Ça s'appelle des flushs, exactement. Okay. Mais toute rosacée ne va pas commencer forcément par des flushs. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs sous-entités de cette maladie qui peuvent survenir par stade. Celui de flush, puis celui de cuprose, c'est-à-dire des vaisseaux qui vont être dilatés de manière permanente, puis celui de papulopustule, c'est-à-dire qu'ils vont commencer à avoir des boutons, et des fois des boutons qui sont surmontés de petites pustulettes, c'est-à-dire de pus. C'est pour ça qu'on parle d'acné rose, en fait, peut-être. Parce qu'elle peut prêter à confusion avec de l'acné. Et c'est là toute la subtilité du dermatologue qui doit faire la part des choses entre l'acné, où on doit trouver obligatoirement des points noirs ou des points blancs, ce qu'on appelle les comédons, pour parler d'acné. Dans la rosacée, il n'y a pas de comédons. Et c'est une atteinte qui est plutôt médio-faciale, c'est-à-dire ça touche le front, le nez, les joues, le menton. Mais ça épargne le pourtour de la bouche, ça épargne le pourtour oculaire. Et ça peut toucher les yeux, et ça, c'est très important à signaler. C'est grave ? Quand ça touche les yeux, ça peut être grave. Ça touche les vaisseaux des yeux, j'imagine. Ça touche les vaisseaux des yeux, mais ça ne touche pas que ça. Ça peut entraîner des kératites, c'est-à-dire des fissures au niveau de la cornée. Ça peut même entraîner dans les formes sévères, mais heureusement très rares, la cécité. D'accord. Mais alors, si j'ai bien compris, la rosacée, c'est une maladie avant tout des vaisseaux, mais qui va apparaître, qui va se manifester sur la peau. Et à vous entendre, c'est relativement, on va dire, ce n'est pas bénin. Alors, ce n'est pas une maladie grave en soi, c'est-à-dire sur le plan santé, il n'y aura pas un impact, sauf dans les très très rares cas d'atteinte oculaire sévère, mais qui a un impact psychologique quand même qui est très important, c'est-à-dire que socialement, la personne peut ne pas s'intégrer, elle ne peut pas pratiquer forcément les sports qu'elle a envie de pratiquer parce que l'augmentation de température corporelle, comme on l'a dit, va aggraver son phénomène de rougeur. Il y a certains aliments qui ne peuvent pas se permettre, comme les aliments qui sont chauds, comme les aliments qui sont épicés ou le fait de manger trop vite. Il y a aussi le fait que ce soit affichant et qui fait que socialement, quand certaines dermatoses sont affichantes, l'intégration sociale n'est pas toujours évidente à vivre. Parfait. Mais alors dans ce cas-là, comment ça se déclenche tout cela ? Vous l'avez dit, à un âge relativement jeune. Est-ce que c'est une histoire d'hormones, puisque ça concerne surtout les femmes ? Comment ça peut apparaître du jour au lendemain ? Alors, génétiquement, on pense qu'il y a une implication génétique dans la maladie parce que quand on a un membre dans la famille qui a une rosacée, on a plus de chances de faire une rosacée. Il y a aussi certaines populations qui sont plus touchées que d'autres, comme les populations qui sont blanches de peau, aux yeux clairs, aux cheveux clairs. Et il y a des facteurs qui vont être un facteur aggravant. Mais la rosacée, jusqu'à présent, on ne sait pas pourquoi telle personne va faire une rosacée et pas forcément une autre personne. Mais on sait qu'il y a des facteurs qui vont être aggravants. Le stress est un facteur qui peut déclencher certaines poussées de rosacée. Les grandes variations de température, les surexpositions aux sources de chaleur, il y a aussi le fait d'appliquer certains produits qui sont gras sur le visage. Ça aussi, ça peut enclencher des poussées de rosacée. Les hormones, on incriminerait aussi les hormones vu qu'il y a une prédominance féminine. Mais ceci dit, les formes de rosacée chez les hommes sont plus sévères parce qu'il y a une atteinte du nez chez l'homme qui est beaucoup plus sévère que chez la femme. Voilà. Mais, alors j'ai du mal à suivre, à saisir un point qui est, j'imagine, très important. Ce qui va faire que ces petites rougeurs vont véritablement se développer en poussées de rosacée. Voilà. Alors tout ça, c'est la rosacée, mais avec différentes sous-unités, disons. D'accord. Comme on a dit, la forme rougeur, exclusivement rougeur, qui peut exister ou ne pas exister. Et ce sont les flushs qui sont transitoires et puis qui peuvent devenir permanents, une rougeur permanente. C'est possible. C'est possible. Puis, nous avons la phase de télangiectasie, ce qu'on appelle la couperose, des vaisseaux qui vont se dilater et devenir de manière... C'est une forme de rosacée. Oui, c'est une sous-unité. Il y en a qui appellent la rosacée couperose, mais en termes anatomiques, couperose, c'est les petits vaisseaux qui sont un petit peu dilatés. Et puis, il y en a qui vont développer un stade, mais ce n'est pas nécessaire de le développer, c'est le stade de papulopustule où on incrimine un parasite qui vit sur la peau humaine et qui se développe de manière anormale chez la personne qui présente une rosacée. Donc, il y a à ce moment-là une composante vasculaire et une composante parasitaire. C'est ça. Et c'est pour ça que la prise en charge va dépendre un petit peu du stade de la maladie. Le dernier stade, qui est le rhinophyma, qui est le stade le plus sévère, c'est quand il y a une déformation complète du nez, qui existe particulièrement chez les hommes à partir de 50 ans. Ok. Donc là, il y a une hypertrophie du nez qui devient déformée, c'est très inesthétique et la prise en charge, là aussi, elle est complètement différente. Mais une personne peut avoir les 4 stades ou faire un stade ou 2 stades et s'arrêter. Et régresser carrément ? Est-ce qu'on en guérit ou on gère en fait ? C'est très rare. C'est une maladie considérée comme incurable, mais qui évolue par poussée, rémission,
poussée-rémission. Les rémissions peuvent être spontanées ou accélérées par les médicaments. D'accord. Quand vous dites poussée-rémission, à chaque poussée, c'est une aggravation de l'état ou ça peut être exactement le même, on va dire, le même état qui se répète par On peut poussée. passer d'un stade à un autre. Oui. On peut faire une poussée uniquement de l'érythrose qui va être plus importante. On peut faire un stade de papulopustule dont la sévérité et l'intensité peut être très variable d'une personne à une autre et d'une poussée à une autre. Ok. Donc il n'y a pas une évolution qui est classique, qui est rythmée. Ça peut être très 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 variable. Il m'est arrivé d'avoir des patients avec des petites poussées, comme il m'est arrivé de les voir avec des poussées vraiment flambantes, c'est-à-dire où on est obligé d'attaquer de manière un peu plus sévère. Alors, au-delà de l'effet esthétique, est-ce qu'il y a un ressenti, est-ce qu'il y a une douleur, est-ce qu'il y a des démangeaisons au moment de ces poussées? C'est une très bonne question parce qu'effectivement, dans un grand nombre de cas, les personnes qui ont une rosacée, ils ont une peau sensible. C'est-à-dire qu'ils vont sentir des picotements, des sensations d'échauffement, une augmentation de température au niveau du visage, un inconfort au niveau de leur peau. Et cette gêne qui accompagne la rosacée, elle nous oblige aussi à choisir des médicaments qui vont être adaptés pour la peau qui fait de la rosacée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas gérer quelqu'un qui fait une rosacée comme une personne normale. D'accord. Donc effectivement, la peau est souvent intolérante. Très bien. Donc, vous allez orienter cette personne par rapport aux différents produits qu'elle pourra utiliser, notamment les produits cosmétiques. Qu'il s'agisse de produits à mettre pendant la poussée ou en dehors des de la poussées. poussée. Le problème chez nous particulièrement, c'est que cette rougeur est parfois traitée par le patient lui-même avec des médicaments qu'on ne doit pas appliquer, particulièrement la cortisone qui entraîne une aggravation. À ce moment-là, on peut effectivement passer d'un stade de coupe rose toute bête à un stade de rosacée papulopustuleuse et télangiectasique qui va être très très inflammatoire. À cause de ces crèmes à base de corticoïdes? À cause de la cortisone, parce qu'il y a des rosacées déclenchées par la cortisone ou aggravées par la cortisone. D'accord. Alors, donc, ce qu'on dit, c'est que ça se développe par poussée. Et puis, la prise en charge doit se faire absolument par le dermatologue, que ce soit à travers la prise de médicaments, de traitements cutanés, mais aussi ensuite par rapport à tout ce qui est cosmétique, maquillage, surtout que ça concerne surtout les femmes. Et nous, les femmes, eh bien, on est un petit peu portés sur les cosmétiques. Le message à retenir, c'est que face à ces rougeurs, ne pas hésiter à consulter. Exactement. Il faut consulter. Poser un diagnostic. Ce n'est pas toujours une rosacée, ça peut être une autre dermatose qui peut être un peu plus sévère que la rosacée. Donc, première étape, poser un diagnostic. Quand on a éliminé les diagnostics différentiels, quand on a retenu la rosacée, on traitera en fonction du stade de la rosacée. Les érythroses ou ce qu'on appelle les flashs, je conseille par exemple aux patients, quand ils sentent cette rougeur, s'ils sont à la maison, de prendre un glaçon et de le sucer. Ça permet tout de suite de faire baisser la température. Et pas de le passer sur la peau. Non, non, non. De le sucer carrément. De le sucer carrément, ça donne un résultat beaucoup plus rapide. Il y a aussi des crèmes qui malheureusement ne sont pas en vente au Maroc, mais qu'on conseille à nos patients qui permettent d'agir sur les rougeurs qui sont permanentes lorsqu'elles ne sont pas très importantes. Puis après, le traitement se fera soit avec des crèmes qui vont traiter le parasite responsable de l'aggravation ou du stade papulopustuleux, soit carrément recourir à des antibiotiques par voie générale lorsque l'inflammation est beaucoup plus importante ou lorsque nous avons une atteinte oculaire. Dans les formes sévères, voire dans les formes graves, on peut avoir recours à l'isotrétinoïne, qui est un médicament très très fort, qui est donné sous prescription médicale, sous surveillance médicale. Et puis vient le volet laser. Le laser fait partie de l'arsenal thérapeutique de la rosacée, surtout au stade de rougeur installée et de télangiectasie, c'est-à-dire les petits vaisseaux lorsqu'ils sont diffus au niveau du visage, au niveau de l'aile du nez, au niveau des joues, que c'est très inesthétique, on n'arrive pas à camoufler, on peut faire des séances de laser à colorant pulsé tous les 2 ans ou 3 ans, par exemple. C'est efficace. Merci beaucoup, docteur Leila Ben Hamad, pour vos recommandations et pour vos conseils à nos téléspectateurs. On peut retrouver cette interview sur mediantv.com. Bonne journée, docteur. Merci beaucoup. Très, très bonne suite des programmes à toutes et à tous sur Média TV. À bientôt. Au revoir.